Aldric, salut, comment vas-tu pour ce coach talk? Salut Chris, très bien et toi et bonjour à tous. Oui, effectivement, bonjour à tous, je vais très bien également. Alors aujourd'hui, parlons pognon, on va parler d'argent. On avait un peu tease le sujet lors du podcast sur le training camp. Le but est aujourd'hui de parler en toute transparence de ce que peut coûter un camp d'entraînement à l'approche d'un combat. Évidemment, on va directement nuancer en disant qu'il existe des milliers de types de camps d'entraînement possibles et imaginables. Ça va de gratuit à très cher. Ce que je propose, c'est qu'on parte évidemment du training camp optimal, comme on fait très souvent, on parle de la situation optimale, et puis chacun qui veut s'inspirer des informations données de ce podcast peut adapter ça à sa situation, à ses besoins, à ses moyens et à son niveau, évidemment. Donc je pense que tu seras potentiellement d'accord avec moi. Euh, Toi, tu vas pouvoir parler du terrain beaucoup plus que moi. Tu as probablement, entre toi et moi, connu le camp d'entraînement le plus cher. C'est probablement un camp incluant Manon. Donc, je pense Ouais. que la base serait peut-être d'élaborer tous les coûts qui sont liés à un camp d'entraînement, par exemple de Manon, et puis on va peut-être pouvoir nuancer avec d'autres exemples des quel, de la structure de coût, quel poste saute en premier, par exemple, si on n'a pas ces moyens-là. Parce qu'il y a un peu une fausse information, je trouve, qui circule en général. Euh, les gens disent souvent, bah, quand un athlète est payé, il ne touche que 70% de sa prime parce qu'il doit payer son manager, parce qu'il doit payer son club ou son coach, parce qu'il y a des taxes. Mais la réalité, c'est que au-delà de ça, il y a aussi le coût qui a précédé pour arriver jusqu'au combat. Et ça, on oublie typiquement de prendre en considération que la vie d'un athlète est beaucoup plus chère que la vie de monsieur, madame, tout le monde. Très juste. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que aux États-Unis, c'est déjà très classique dans l'environnement, dans le paysage d'un fighter. Euh, Tu n'as que ce mot-là à la bouche, pourcentage, 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 tel pourcent pour le mec qui va te faire les pattes et le striking, tel pourcent pour le mec qui va te faire le sol, tel pourcent pour le head coach, tel pourcent pour le manager. En France, c'est encore des sujets un petit peu plus tabous. Euh, Et autant des fois, je suis très en colère quand j'entends des gens qui disent que c'est mieux à l'étranger, autant ces conspirateurs, entre guillemets, que j'appelle, n'ont pas tout à fait tort au niveau de la pensée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a encore des gens qui combattent à très haut niveau et qui n'ont pas le mindset qu'il faudrait avoir d'un sportif de haut niveau. C'est pas parce que le MMA c'est un sport neuf qu'il faut penser de façon antique. C'est pas de la bagarre de rue. La préparation physique, la nutrition, le sommeil, c'est vraiment des items hyper importants du game et de la vie d'un fighter. Et moi, je trouve, c'est une critique générale, hein, que autant je ne supporte pas les gens qui disent que c'est qu'il faut aller aux États-Unis et ailleurs ou au Daghestan, parce que n'en déplaise, c'est ce qu'on lit sur les réseaux sociaux, il faut aller au Daghestan, ok. Mais autant effectivement sur le mode de pensée, le mode de vie, euh, les items qui sont utilisés pour la suivi de la préparation d'un athlète, ouais, même à haut niveau, moi je vois encore des athlètes avec qui j'arrive pas à travailler, tu vois. C'est aujourd'hui je m'ouvre moi pour la première fois, c'est-à-dire que euh, à part Elias Giroud que j'ai récupéré en cours de route avec l'excellent et formidable travail de Jean-Michel Froissart, tous les gars que j'ai aujourd'hui avec moi, c'est déjà des gars qui ont commencé de A à Z. Donc il y a ce rapport de confiance et voilà, je leur explique ma façon de voir les choses et comme pour la plupart c'est des garçons intelligents et voire même instruits en termes de fac de sport et tout, ils comprennent l'importance du sommeil, l'importance de la nutrition qu'on va développer au cours de ce podcast et qu'on va surtout chiffrer. Mais Mhm. il y a certains athlètes de l'extérieur avec qui je suis en pourparlers ou qui aimeraient rejoindre mon équipe et on est vraiment trop loin au niveau du mode de pensée déjà, tu vois. Moi, pour moi, un mec qui Ouais. se couche à 4 heures du matin, c'est pas un fighter. On s'entraîne pas à 14 heures et à 21 heures, tu vois, c'est le matin Mhm. et c'est en fin d'après-midi pour pas être trop tard et pour pas gêner le processus de sommeil derrière. Et effectivement, c'est une vie monacale et difficile, mais c'est la vie que tu as choisie. Et c'est pas Mhm. longtemps, tu vois, c'est 10 ans, c'est 8 ans,
15 ans pour certains les plus chanceux et qui n'auront pas trop de casse au niveau articulaire. Mais voilà, c'était un petit rappel que je jugeais utile de faire parce que effectivement, autant on a du talent chez nous et il faut le mettre en avant, autant le mode de pensée, il est encore un petit peu loin du sport de très haut niveau. Alors, Hmm. si tu veux, si tu as un truc à rajouter, fais-le. Sinon, je commence par une petite anecdote, si tu veux. Vas-y. Alors, petite anecdote. euh, le camp, effectivement, le plus cher de Manon, c'est pas un camp UFC. Et je vais expliquer le contexte tout de suite parce que, en fait, c'était pendant le contexte Covid, c'était la ceinture de l'UAE Warrior. Mhm. Et si on n'avait pas eu ce sponsor et ce mécène pour nous accueillir à Dubaï pendant plus de 6 semaines, pas que moi et Manon, toute l'équipe, le sparring, le physio. Et en fait, on a quasiment délocalisé le camp de Nice où c'était hyper contraignant, il fallait des passes. Il y avait que Manon et moi-même qui avons le statut de sportif et entraîneur de haut niveau, donc les sparring pouvaient pas forcément venir, ils risquaient de se faire contrôler. Enfin, on a oublié tout ça, mais ça s'est Hmm. vraiment passé. Et du coup, ouais, en termes de camp, on est sur un camp qui a entre hôtel, avion, nourriture et tout ça a dépassé les 40 000 euros. Euh, et ouais, ouais, ah ouais, parce que Dubaï, c'est pas donné, Chris. Donc, et franchement, si on n'avait pas eu Ouais. ce mécène et cette société qui a financé tout ça, bah, je pense qu'il y aurait même pas eu de ceinture de. Mais ça aurait pu être lourd de conséquences parce que Manon était déjà sur les tablettes de l'UFC, mais sans la deuxième ceinture, est-ce que la hype elle aurait été pareille? Est-ce qu'elle aurait signé à ce moment-là? On saura jamais au final. Donc merci à cette société qui s'appelle la Société Ténébris qui est dans le yachting haut de gamme sur Dubaï, qui a pu nous accueillir et grâce à elle financer euh, les hôtels, la nourriture, les sparring et tout ce et le camp. Et effectivement la team Noguera qui nous a également accueillis avec ces nombreux athlètes et Hmm. Mounir Lazez à qui j'adresse une petite pensée parce que je viens de voir qu'il est plus sur les listes de l'UFC, mais j'ai aucun doute, il est jeune Mounir et je suis sûr qu'il va revenir, il va revenir très vite. Voilà, c'était la première anecdote. Après, maintenant, si tu veux, on va essayer de chiffrer les items et que les gens qui n'ont pas ces moyens ne s'affolent pas, puisque moi aujourd'hui, on organise des camps chez nous de l'athlète qui va faire son premier combat pro, donc il y a une bourse inférieure à 1000 euros et sur lequel il faut défalquer la licence ainsi que la partie non comprise à la sécurité sociale des documents médicaux, donc autrement dit rien, et jusqu'à des athlètes comme Manon qui vont faire des combats très importants où on parle de niveau mondial et de demi-finale mondiale de ceinture UFC. Donc on va détailler un petit peu en prenant Mhm. les... Je vais essayer de détailler par grands groupes et après on détaillera ces sous-groupes. Donc en ce qui me concerne, Oui. je te propose, Chris, 4 groupes. On peut même inclure la physio et les soins, on peut l'inclure avec la nutrition et la supplémentation. Je pense que c'est pas tout à fait le même domaine, mais ça va à peu près dans la même direction. Mais voilà, on va faire 3 groupes. On a un groupe prépa physique qui est hyper important, qui est capital, et on va voir ce qu'on recherche nous et de quelle façon on peut l'affiner. Un groupe qu'on pourrait dire l'entraînement avec les différents intervenants et les différents sparring, et un groupe où on va travailler sur les outils pour mesurer la nutrition, la shape, le taux de forme et le poids qui reste à perdre, la supplémentation. Euh, mais souvent, tu vois, je reçois des messages de gens qui me disent, ouais, mais qu'est-ce que je pourrais prendre? Ben non, déjà, tu vas prendre ce dont tu as besoin en premier avant de prendre des supplémentations. Donc, de quelle Mhm. façon on fait ce suivi? Et effectivement, projection sur le sommeil, l'état de forme, les pics de forme et tout ce qui va avec. Voilà, donc trois grands groupes et on essaiera de détailler de façon la plus minutieuse possible, point par point, voir ce qu'on rajoute quand on est sur un athlète qui est hyper haut dans les rankings de l'UFC et ce qu'on laisse entre guillemets à la même personne quand on est un athlète qui démarre sa carrière pro. Mais dans tous les cas, on se doit de respecter ces 3 grands axes. Je pense si on veut performer, que ce soit en amateur à l'AEF ou en IMAF ou en coupe régionale, jusqu'au circuit professionnel. Mhm. J'ai une toute petite question avant de nous lancer, parce qu'en fait, tu parlais du camp à Dubaï, qui clairement est une exception. Tous les camps ne vont pas se faire à l'étranger. Néanmoins, quand il y a des combats à l'étranger,
il y a un côté acclimatisation Climatisation, qui ouais. est utile, surtout quand il y a un décalage horaire, ou bien les combats en altitude où c'est intéressant de Oui, venir quelques semaines plus tôt. Donc ça reste tout de même intéressant de le notifier qu'à très haut niveau, quand la carrière est réellement prise au sérieux, oui, je vais y arriver, hein, et que chaque détail compte, il y a un gros coût qui peut se rajouter de par le fait de devoir voyager plus tôt que ce que la promotion propose. Parce que tu en parlais, l'UFC par exemple, on arrive très généralement le dimanche ou le c'est lundi, ça. je pense, si on combat le samedi. Mais j'imagine que l'athlète peut demander à venir plus tôt, mais dans ce cas-là, c'est à sa charge. Je C'est ça. suppose qu'il doit prendre l'avion sera pris en charge, j'imagine, par l'UFC, peu importe la date, Exactement. mais par contre, le logement sur place doit être pris en charge par le combattant jusqu'au dimanche ou lundi qui précède le combat. Donc, c'est bien que les gens puissent se rendre compte de ça, que s'il y a un combat en altitude, s'il y a un combat avec dans un pays avec 8-9 heures de décalage horaire, l'athlète va généralement voyager plus tôt et aura donc une partie de sa prime qui sera déjà enlevée rien que pour le logement sur quelques nuits. Et j'avais aussi une question parce que celle-là, l'information n'est pas spécialement trouvable en ligne. Si tu voyages avec 3 coachs, pour Manon par exemple, combien sont pris en charge par l'UFC? Alors, sur le premier contrat UFC, Est-ce que tu peux divulguer l'info, hein? Je oui, te force pas à je le dis divulguer sans l'info, aucun évidemment. problème là-dessus, c'est transparent. Premier contrat UFC, et bien souvent le deuxième, tu as, alors le premier contrat UFC, c'est un seul coach, et dès le deuxième, je crois que Manon c'était pour ça, il y en avait deux pris en charge. Après, ce genre de négociation, il y a plus de, on va partir sur le de base, le fameux 10-10, 12-12 dont Mhm. tout le monde parle aujourd'hui. Il y a un coach de prix euh, et, euh, et une chambre. Deux chambres, pardon, puisque surtout pour les filles, Ouais, comme c'est pas forcément le ouais. compagnon qui va aller avec elle, il y a deux chambres. Après, ce genre de négociations se font de gré à gré quand tu renégocies. Tu peux négocier l'avion, qui est un item important parce que sur des longs Mhm. vols, bah, je pense que c'est pas déplacé du tout de négocier des premières classes sur des vols supérieurs à 5 heures, tu vois, au moins pour le combattant, Mhm. puisque tu te déplaces souvent à 4 ou à 5. Alors je dis pas que le staff c'est pas important, mais je veux dire, moi aujourd'hui on est des gens simples, nous, la deuxième classe me convient très bien, mais pour l'athlète qui est en train de se déshydrater, qui des fois va faire avec les escales 10 voire 12 heures d'avion pour aller à Vegas ou ailleurs, je pense que c'est un item qui est pas négligeable, de façon à ce qu'il ait ses jambes bien écartées, étendues et qu'il n'y ait pas de... Parce que, pareil, petite anecdote, Manon a été bloquée du dos en lassant et remettant sa chaussure. C'est-à-dire que pour son deuxième combat à l'Apex, on a eu un vol avec 3 escales, très fatigant, sur plus de 18 heures. Et en voulant remettre sa chaussure au troisième avion au moment d'atterrir et de remettre la ceinture, elle s'est fait une contracture au dos qui a nécessité, heureusement qu'on partait 2 semaines en avance, parce que sinon, je sais pas dans quel état elle aurait pu combattre. Donc heureusement, plusieurs trucs. On est parti 2 semaines avant. C'était à Las Vegas, donc on a pu bénéficier de l'UFC Performance Institute. Mais 3 vols, 18 heures avec quelqu'un qui est à la diète, c'est très éprouvant. Donc Mhm. c'est des items compliqués. Ouais, et Et du coup, maintenant, elle met des chaussures avec des scratchs, c'est ça? alors maintenant, elle met des claquettes. T'as exactement raison. Elle met des sandales ou des claquettes dans l'avion C'est pour ça. plus que cette mésaventure lui arrive. Et ouais, donc contrat de base, c'est un coach. Et le reste, c'est en plus. Donc tu arrives à 3, t'as le droit, mais t'as 2 billets d'avion qui sont déduits de la bourse du combattant. 2 billets d'avion et une chambre d'hôtel, du coup, tu vois, si tu prends une chambre en plus. Et tout ça est déductible de la bourse. Pareil, effectivement, Mhm. tu l'as. Moi, je bosse avec un gars qui se calcule les décalages horaires et qui fait beaucoup ça pour les tennisman, tu sais, à très haut niveau, ceux qui sont classés ATP, qui ont des trucs. Mhm. Et en fait, sur des trucs comme Vegas, où on va, nous, Français, du centre vers la gauche, euh, il est pas très inquiet sur le décalage horaire. Il me dit que 8 à 10 jours suffisent amplement. Par contre, dès que tu vas vers la droite, donc tu te Mhm. diriges vers l'est, il est beaucoup plus prudent et c'est le double. C'est-à-dire que demain matin, tu es Ok. fighter français, tu vas te battre aux États-Unis, à la rigueur, pour être vraiment bien sur l'acclimatation, tu arrives le vendredi ou le samedi, pré-fight week, pas d'inquiétude à avoir, pas d'inquiétude à avoir.
ton sommeil va pas trop mal se réguler parce que il fait des calculs, le mec, et il dit que dans ce sens-là, c'est quand même plus facile à rattraper, même sur un décalage horaire conséquent de 7 ou 8 heures, je crois, pour Vegas. Par contre, il est beaucoup plus inquiet et beaucoup plus attentif quand c'est vers l'Asie, où là, il te dit, bah, il faut au moins 2 semaines d'acclimatation parce que c'est pas du tout, c'est beaucoup plus difficile à encaisser. Et pour avoir fait les deux, moi, j'ai ressenti ça effectivement. On était prudent au tout début avec Manon, on partait deux Mmh. semaines avant pour les États-Unis et on a fait la tentative après par 2 fois, non, oui, par 2 fois, de partir qu'une semaine avant, notamment pour Columbus et pour Vegas. Et ça s'est bien passé. On est parti 10 jours avant, en fait, et OK. c'était très correct également. Donc, pas trop d'inquiétude là-dessus. Euh, Là où il faut, ouais, là où c'est plus difficile et plus à prendre en considération, c'est vers l'Asie. Il fait beaucoup plus mal le décalage horaire. Mmh. De mon expérience personnelle, qui ne fait que vacances en général, on a juste combattu de temps en temps au Canada. Ouais, je confirme que c'est plus difficile de, de s'habituer quand tu vas vers l'est plutôt que quand tu vas vers l'ouest. Donc là-dessus, je suis amplement d'accord. Euh, je propose qu'on passe du coup aux trois gros postes, un à un, et qu'on puisse mettre des chiffres en toute transparence Bien sûr. sur chacun de ces postes. Donc le premier que tu avais émis en catégorie, c'était la préparation physique. Ok. Donc, préparation physique, avant d'évoquer les chiffres, on évoque où on va et ce que ça doit Mm. représenter dans le temps et dans l'emploi du temps d'un fighter. Hors camp, ça dépend des objectifs. Moi, pour le faire régulièrement pour mes fighters, il y a des fois où on va travailler un truc bien précis. Ça peut être 3, peut-être 4, peut-être 5 fois par semaine. Mais en camp d'entraînement, en règle générale, c'est 2 à 3 fois. 2 à 3 fois. Après, on va essayer de savoir où on veut aller et ce qu'on veut faire. Qu'est-ce que tu veux développer? Est-ce que tu veux augmenter ton rythme de frappe significative par minute? Est-ce que tu vas travailler plus en puissance parce qu'en face de toi, ça va essayer de grinder, c'est un lutteur. Donc ça, la stratégie de départ, il faut la travailler. Puis je mets également une réserve sur le fait que c'est un sport jeune, le MMA, et il y a encore peu de préparateurs physiques qui sont conscients de l'effort qui est celui Mm. des combattants, l'intensité, parce que c'est un sport très à part. Le peu d'études qu'il y a eu, moi je cite Mm. souvent la même, mais il a fait un vrai travail d'études, c'est Bakary Sissoko à l'époque, qui était préparateur physique de l'équipe de France CFMMA à l'époque, parce que c'était pas la FMAF, et qui avait fait des études sur ses athlètes et quelques athlètes du Factory et les athlètes qu'il avait en coaching. Et on est souvent dans un effort pulse max très rapidement. Et donc c'est important de connaître ça parce que c'est pas la même intensité qu'au football, c'est pas la même intensité qu'au basket ou certains sports co. Et au final, les préparateurs physiques qu'il y a disponibles et qui sont diplômés sont pas forcément informés de ce à quoi ils doivent préparer l'athlète. Donc c'est bien de travailler avec un Mm. préparateur physique qui a une notion, pas forcément besoin que ce soit un gars du MMA, parce qu'encore une fois c'est un sport jeune, mais au moins qu'il comprenne et l'intensité où on va, que ce soit au niveau du cœur ou musculaire, et ce que l'athlète doit préparer en termes d'intensité d'effort et de maintien du rythme. Donc ça, c'est des séances qu'on va chiffrer à 2 voire 3 par semaine. Donc bien évidemment, ça a un coût qui va varier en fonction des compétences, entre 500 et 1000 euros par mois, sans aucun problème, en fonction de ce que tu demandes, et du suivi des séances et de c'est pas une séance et stop et on fait au gré à gré. Ça demande de la planification avant l'entraînement, après l'entraînement, pendant l'entraînement. Ça demande de la planification. Même si tu as planifié ta semaine, il faut revenir dessus en fonction de l'état de forme, du sommeil, Mm. du poids, de la journée, de la veille. Donc, de façon à avoir une disponibilité euh, la plus totale. Voilà le coût à peu près que représente cet item. Et pareil, ça c'est dans le cas où tout va bien, où il n'y a pas besoin de louer une salle ou de louer du matériel, puisque pareil, il faut pour préparer un combat de la façon la plus parfaite possible, ben, il y a pas mal d'outils Ouais. de matériel qu'il faut avoir. Ça va passer du Bosu à la plateforme de vitesse, à bon nombre de racks, squats, barres, poids. Donc à ce prix-là, le préparateur physique, des fois, ben, il n'a pas forcément la salle, donc il faut faire un partenariat avec une autre salle, il faut acheter du matériel.
Et ça aussi, c'est un coût important puisque ce sont des coûts qui peuvent aller. Le matériel nécessaire à faire une prépa propre, il y en a quasiment pour 10 000 euros, quoi, Ouais, tout pour simplement. construire la salle. Donc Ouais, effectivement, soit tu as ça chez toi, mais c'est un investissement de la salle préalablement, soit c'est ça, tu as un préparateur qui, dans son prix, inclut le matériel c'est et ça, ou une autre salle, soit tu payes juste le préparateur, mais c'est à toi de te démerder pour avoir le matériel, et si tu ne c'est l'as ça, pas dans ta salle, tu loues une salle ou bien tu achètes ce matériel à ce moment-là ou tu fais de la location de matériel. Mais j'ai rarement vu par exemple, la possibilité de louer un Bosu. J'ai jamais vu c'est ça ça. quelque part. Donc, a priori, cette option-là n'existe pas. Donc, Mais je donc pense que voilà. c'est Mais important ok. Donc, d'en parler premier parce que poste sur la prépa physique. je Ouais, pense que c'est important d'en parler parce que regarde, moi, j'aime beaucoup, je discute pas mal avec Benoît Saint-Denis par message et tu vois que son camp, il le fait dans un fitness park, quoi. Donc ça veut dire que c'est pas précaire. Ce sont des belles salles quand même qui sont mises à disposition par le fitness park, mais c'est pas sa salle privée, donc c'est compliqué d'amener ton propre matos, puisque en fait, pour expliquer aux gens, fitness park, c'est pas ta salle. Tu peux pas laisser ton matériel. C'est une salle où qu'on te met à disposition via un partenariat, mais le l'individu lambda va accéder à la salle avant ou après ou même des fois en même temps malheureusement parce que c'est compliqué de privatiser une salle qui est publique et qui totalise peut-être 800 ou 1000 adhérents. Donc c'est juste pour expliquer un contexte. Voilà. Soit tu as ta salle de prépa physique dédiée avec le matériel que tu as constitué petit à petit, semaine après semaine, prime après prime, j'ai envie de te dire, soit en plus du coût humain de la personne avec sa compétence, il y a également un coût de matériel à avoir qui est quand même conséquent. Puisque si tu additionnes tout bout à bout, ouais, j'avais calculé, il y en a entre 10 et 15 000 euros sans aucun problème. ça représente directement un gros coût. Donc, on est entre 500 et 1000 euros par semaine pour le préparateur physique, pour la préparation physique. En sachant, l'épisode qu'on avait fait sur le training camp idéal, on avait estimé ça à 8 semaines. Donc, on évite déjà entre 4 et 8 000 euros pour ce poste-là sur un training camp. Après, j'ai dû le corps un peu et tu feras la synthèse après, mon Chris, mais Bien euh, sûr. tu tombes dans un club où il y a des séances de prépa physique pour préparer un combat amateur ou même des débuts pro. euh, du moment que le travail est fait et que le travail est chiffré, et je vais expliquer comment le chiffrer, c'est plus facile de chiffrer un poids et sur une balance ou de chiffrer tout simplement une dénutrition ou des carences nutritionnelles parce que c'est marqué. On te dit tu manques de calcium, faut prendre du calcium. Je schématise, mais c'est ça. Là, pour la préparation physique, c'est dur à Mhm. chiffrer. Mais il y a quand même des outils. Je veux dire, aujourd'hui, Mhm. moyennant la somme de 150 à 200 euros, tu peux faire un test de l'effort qui va te donner un palier sur lequel te situer, qui va te donner du coup comment dire, des fréquences et des distances à accomplir avec un certain temps, parce que c'est fait pour ça, les tests de l'effort. Alors, Mhm. je laisse le soin à nos auditeurs de découvrir ça en tapant sur Internet. Cela étant, je vous donne quand même une base. Un combattant de MMA qui serait jusqu'à la catégorie middleweight, si t'as pas au moins une VMA de 15, 14, 15, tu es pas bon dans cet exercice et il faut progresser parce que on peut gagner des combats avec une VMA en dessous, mais tant que c'est toi qui dictes le rythme, tu n'auras aucun souci. À partir du moment où Mhm. le rythme est dicté par ton partenaire, si t'as pas du répondant et il faut au minima ça. Alors il y a plein de gens qui vont dire oui, mais de quoi il parle? La VMA, c'est la valeur maximale aérobie. C'est une base de Mhm. raisonnement que les préparateurs physiques et Clément Marcoux en tête, s'ils nous écoutent, ne s'offusquent pas. Je donne une base globale. Bien sûr que la VMA, c'est une cadence plus que l'effort du MMA, c'est la cadence en gros à laquelle tu peux courir autour d'une piste de façon raisonnable. Mais ça donne un indicateur. Si tu n'es pas capable de faire un palier 15 sur des tests, sur un tapis, soit au stade, pose-toi la question sur ton niveau de préparation. Est-il suffisant pour faire 3 rounds? Je ne pense pas. Alors, ici, je vais faire une petite parenthèse parce que ça m'amène à un sujet qui est très intéressant. Donc, ceux qui me suivent depuis longtemps le savent, je suis un grand fan de Andrew Huberman, qui fait de très très bons podcasts sur la santé, l'aspect fitness et pas mal d'autres sujets. Euh, Par rapport à la condition physique, au monde du fitness, à tout ce qui touche au strength and conditioning, il a fait une série de podcasts, de 6 podcasts avec Dr. Andy Galpin, qui est notamment la personne derrière Brian Ortega, derrière Tatiana Suarez, derrière Scott Holzman. Et le mec est
son élocution est incroyable. Il te permet de bien comprendre les sujets, des sujets complexes dans le milieu du fitness. Et le premier épisode de cette série, que vous pourrez trouver sans problème en googlant Andrew Huberman et Dr. Andy Galpin, met à disposition des tests gratuits ou pas chers pour évaluer son niveau de fitness sur les différents piliers. Force pure, explosivité, VO2 max, etc., etc. Et c'est vraiment pas mal à faire. Il y a notamment aussi le dynamomètre pour la force de saisie, et il donne aussi à chaque fois, par rapport à ton poids et par rapport à ton sexe, là où tu devrais te trouver si tu veux être considéré comme en bonne santé. Il donne pas les seuils pour être un athlète de haut niveau, mais j'imagine que ça peut se trouver facilement sur Internet. Donc, il y a des moyens pas chers de faire une évaluation de son niveau. Il y a probablement des sources sur Internet qui te permettent de voir quel serait le seuil pour un athlète professionnel de MMA, et ça pourrait te permettre de dire, OK, ben moi, mon explosivité, elle est au rendez-vous. Par contre, mon cardio, pas au rendez-vous, et ça te permet un peu de pouvoir jauger sur quoi tu dois te concentrer et ce que tu peux mettre plutôt en maintenance. Alors, j'imagine, je sais pas si tu as fait l'UFC PI avec Manon. Là, ils ont des techniques bien plus avancées. J'aimerais faire une vidéo là-bas à l'occasion. Donc Ah. voilà, on va pas teaser le truc, mais on commence à avoir les Non, contacts mais pour. on la Mais fera, Chris, hein. On la fera. Nous, on a ok, accès parce que il suffit juste que tu fasses partie de la team de Manon, c'est-à-dire qu'on t'inclut dedans sur un passage et tu en auras l'accès. Donc, on la fera avec grand plaisir ensemble. Ce sera ah, bah, l'occasion on aussi était de en train de fait. trouver un autre accès avec Ben avec voilà. John, Ben moi, mais je t'en voilà, donne tous un les accès direct. sont bons. Voilà. Moi, je t'en donne un direct et puisque l'athlète sous contrat avec l'UFC et son staff peuvent venir. Et donc, on a travaillé avec eux. On est resté plus d'un mois là-bas pour voir l'aspect nutrition, l'aspect prépa physique, échanger un petit peu avec. Moi, ça m'arrive. Alors pas souvent, hein, c'est pas tous les jours, mais ça m'arrive quand même de façon occasionnelle d'échanger avec Forrest Griffin, qui m'a déjà fait passer, qui est donc le responsable hein, de l'UFC Performance Institute, qui m'a déjà fait Mm. passer pas mal de documents, mais je crois qu'en plus ils sont disponibles sur le net pour ceux que ça intéresse. Ce sont des stats en bench press, en différents exercices de pas mal d'athlètes du UFC avec des moyennes. Donc ceux qui n'ont pas trop de moyens et qui veulent à peu près se comparer sur des exercices simples comme squat, comme soulevé de terre, comme développé couché avec les athlètes UFC, il y a possibilité de le faire catégorie de poids par catégorie de poids. C'est un PDF qui est assez bien fait, qui est disponible en ligne, donc sur le site de l'UFC Ouais, Performance Institute. je l'ai imprimé chez moi. C'est vrai que j'ai pas encore parcouru dans le détail. J'ai commencé à lire, mais c'est vrai que j'irai voir s'il y a toutes ces informations-là. Ça ne m'étonnerait pas parce que c'est 489 pages, C'est si je ça, dis pas de bêtises. c'est ça. Bon, il y a beaucoup d'images aussi, mais c'est un très chouette document. Euh, tu, je sais pas si tu avais structuré tous les points. J'imagine que oui, mais là Oui. tu as parlé de Manon à l'UFC PI, notamment pour la nutrition. J'imagine que c'est une sous-partie euh, Ouais, je pense d'un qu'en des trois prépa, piliers. prépa physique, on a à peu près tout dit, à moins que tu veuilles que je développe un point en Ok, particulier ou que tu fasses c'est toi qui me dis. Ce que je voulais évoquer, moi je l'ai évoqué. Après, très rapidement, le niveau 1, c'est de comprendre ce que c'est, que ces paliers de test d'effort et comprendre pourquoi est-ce qu'on mélange ça. Ça, c'est pour avoir une base de travail. Parce qu'il faut quand même démarrer avec une base, des fondations saines. Je parlais de ce palier 15, d'une VMA de 15. Je pense que c'est le minimum syndical pour commencer à travailler sur autre chose. Bien évidemment, à très haut niveau, c'est beaucoup plus haut. On parlait de Manon. Pour ceux que ça intéresse, on dépasse les 19 mm, sur ce genre d'exercice. Pour essayer après d'affiner un petit peu ça, c'est pour ça que je parlais de corrélation et de lien entre tous les items. Ta préparation physique, après, elle doit être adaptée et il faut viser et travailler en commun avec le mec qui va faire les pattes d'ours. Parce que ce camp, on dit, OK, voilà le volume de frappe de l'adversaire, qu'est-ce qu'on va faire? 6, 10, 8, 15, pour certains s'ils veulent, frappe effective par minute. Et donc à partir de là, il faut le travailler cette endurance fondamentale, le cas échéant, et le cœur, et que ce soit à peu près, ce travail soit renouvelé et travaillé au pas d'ours derrière. Si au pas d'ours, tu fais 3 coups par minute effectif et que le but de ton entraînement et de ton combat, c'est d'être à une moyenne de 6, ben effectivement, il faut qu'il y ait un lien entre ce que tu vas faire en prépa physique et la façon dont vont être données les pattes d'ours
Et on y reviendra plus tard avec l'aspect training camp tatami. Mais au niveau de la prépa physique, je pense que j'ai dit à peu près tout ce qu'il y avait lieu de dire, en tout cas dans la globalité. Après, s'il faut un jour faire un épisode dédié, comprendre ce qu'est la réathlétisation, ce qu'est un travail de prévention des blessures et ce qu'est un travail de recherche de performance, on pourra le faire, voire même avec, euh, avec des guests sans aucun Mm. problème. Moi, les gens qui travaillent avec Manon là-dessus, moi j'en ai deux. Et tu vois, je parlais qu'il n'y avait pas d'obligation à ce qu'ils viennent du MMA. Ben, ni l'un ni l'autre ne viennent du MMA. Tu vois, Chris, Mm. euh, moi je travaille pour Manon avec Laurent Devivy, qui est un préparateur physique, qui a fait un peu de boxe étant jeune, mais dont la spécialité c'est le vélo. Et il Mm. a quelques athlètes qui font le Tour de France, le Giro. Et je pense que là-dessus, pour l'aspect cardio, bah, il y a difficilement mieux que cette discipline. Et puis moi, ce que j'aime bien avec le vélo, c'est qu'il n'y a pas de triche possible. Tu es sur un vélo, il y a des RPM qui sont une cadence, des watts exprimés qui sont une puissance, et à partir de là, c'est clair et net. Ta Mm. performance, soit elle évolue positivement, soit elle stagne, soit elle évolue négativement. Mais il n'y a pas de triche, il n'y a pas de truc possible. Ouais, aujourd'hui ma foulée elle est pas bonne parce que j'ai mal. Là, il y a rien. C'est pas comme de la course. Mm. C'est très droit et moi j'aime bien parce que pour avoir l'état de forme d'un combattant, il n'y a rien de mieux que quelque chose de le moins aléatoire possible. Parce que même la C'est course, ça. elle peut varier. Tu peux avoir mal au dos. Tu vois, et sur le vélo, il y a moins de facteurs pouvant minimiser la performance. Donc Mm. j'aime beaucoup ça. Et pareil pour les gros poids, pour les mecs qui dépassent les 90 kilos hors combat, je pense que la course peut être également traumatisante. Donc moi j'aime bien et je suis favorable au vélo pour la Mm. préparation physique. Yes. Ok, pour moi tout est clair là-dessus. Alors effectivement, je ne sais pas si c'est maintenant qu'il faut en parler, ce sera peut-être dans l'entraînement, mais selon les salles, tu l'as déjà plus ou moins dit, hein, selon les salles, il y a certaines disponibilités incluses dans le prix de ta salle. Par exemple, quelqu'un qui te tient à l'EPAO, bah, de temps en temps, ça va être ton entraîneur qui va te le faire gratuitement, évidemment, mais dans certains cas, il faut aussi considérer que ça puisse représenter un coût, parce que si tu veux faire 1 heure de pads, bah, tu dois payer 1 heure d'un gars qui est capable de le faire. Et là aussi, les prix peuvent varier, mais donc c'est à considérer. Et ça revient à ce qu'on a dit au début. Chaque camp est différent. Et donc là, on part du principe que la préparation physique, ça a un coût. Passons au deuxième pilier. Tu avais dit, tu avais utilisé le mot entraînement. Donc ici, entraînement, tatami, j'imagine. C'est ça. Donc je te laisse maintenant porte ouverte pour discuter de tous les coûts liés à l'entraînement même. Ben, première des choses, on en parlait, tu vois, la salle. Je veux dire, à partir du moment où Mm. soit ton club et ton entraîneur possèdent leur propre salle privée qui vont te permettre de pouvoir t'entraîner aux heures que tu souhaites. Donc les heures, c'est soit des heures qui sont parfaites pour réguler ça avec le sommeil et une bonne nutrition. En ce qui concerne mes gars, moi c'est le matin, Manon s'entraîne à 9 heures en général le matin et j'enchaîne avec les pros à 10h30. Et après c'est soit tout début d'après-midi, soit milieu d'après-midi, de façon à ce qu'on puisse attaquer la récup active derrière et que le sommeil soit favorisé au maximum. Après, Mm. on va parler de l'UFC Paris, si la confirmation de Manon euh, sur cette carte est bien validée à mon avis, dans les courtes semaines qui vont arriver, eh ben, la fin du camp, on décalera légèrement les heures d'entraînement de façon à ce que ça soit au plus proche de l'heure de combat. Donc peut-être qu'on s'entraînera à 22 ou 23 heures sur les 10 ou 15 derniers jours. Et ça, pour pouvoir le faire, ben, il faut que ce soit effectivement une salle privée. Sinon, ce côté-là n'est pas optimisé au maximum. Donc il y a le loyer de ta salle ou le loyer de la salle que tu vas emprunter pour cette dispose. Ça, c'est quand même onéreux. Ça peut aller de 1 500 € par mois jusqu'à 4 ou 5 000 en fonction de ce que tu vas faire et de où tu vas aller. Donc, pareil, bien évidemment, c'est un coût que tu ne supportes pas au départ quand tu démarres dans ta carrière, mais c'est quelque chose à considérer qui existe. Hein. Et si, tu vois, si demain matin, Manon, elle refait un combat en altitude comme elle avait fait à Pretoria quand elle était membre de l'EFC, donc en Afrique du Sud, on n'hésitera pas à soit louer un gym, soit à faire un partenariat très solide avec une salle locale de façon à s'entraîner un mois et demi à l'altitude du combat, parce que ça me paraît être hyper important et même obligatoire. C'est même pas hyper important, c'est obligatoire. Mm. Ouais, c'est ça. En fait, à petit niveau, bah, la salle, c'est ton abonnement que tu payes à la salle. Je sais qu'à plus haut niveau, certains combattants ne payent pas d'abonnement,
mais donnent un pourcentage de leur c'est prime ça. à la salle. Et effectivement, bon, comme on en avait parlé, ton training camp peut être séparé en deux avec la partie chez toi et une partie où tu dois aller louer sur place. Donc ça peut représenter un coût qui est difficilement quantifiable ici, j'imagine, parce que c'est trop variable. C'est ça. Ça dépend de combien de temps tu veux t'acclimater sur place. Ça dépend de la logique de la salle, ça dépend du coût de l'abonnement. Mais donc là aussi, il y a une petite réserve à noter. Est-ce qu'on peut juste peut-être mettre un chiffre par rapport à une moyenne? Ouais, Disons, ben partons regarde, du principe que tu veux louer, ouais, sur place, tu veux louer, enfin, tu veux avoir accès à une salle pendant 5 jours parce que tu vas une douzaine de jours à l'avance sur place et ouais, et c'est tout en fait parce que l'abonnement en local, on va dire que c'est pas un coût supplémentaire par rapport au camp d'entraînement puisque tu t'entraînes par défaut toute l'année sur place, c'est quoi. ça. Moi, je pense que dans certains gyms aux États-Unis, la partie participation au gym, c'est-à-dire, c'est pas la partie pourcentage qui va aller au coach de striking, coach de jiu-jitsu, mais la partie gym pure, en général, c'est entre 2 et 3% de la bourse. Voilà. Sur Ok. les 10% de retenus qui vont au gym, voire plus, hein. Je veux dire, on le développera dans un épisode peut-être consacré au management un jour, mais j'entends 10 000 trucs là-dessus. Alors que nos auditeurs comprennent, le pourcentage de management, il est bloqué en France par une loi qui est dans le droit du sport et il est bloqué à 10%. Cette somme, elle est légalisée en France, elle ne l'est pas à l'étranger. En Belgique, je ne sais pas si c'est la même loi. Aux États-Unis non plus. Ça, c'est la France. C'est un Une loi en décret. Belgique? Ça doit exister quand même, non? Mais voilà, les 10 en France, le management, il est maximum à 10%. Et dans le cas de co-management, ça ne peut excéder cette somme. C'est la somme de 10%, il faut le savoir. Voilà, c'est un petit point. Après, concernant, souvent aux États-Unis, on dit bah, c'est 10% pour le gym et 10% pour le management, mais c'est pas forcément le cas. Il y a des gyms qui, en fonction du service qu'ils vont apporter, prennent plus que ces 10%, puisque tu vas avoir ton Mhm. nutritionniste, ton physiopatho et tous les trucs qui vont avec. Mais en règle générale, la contribution pour le gym, elle est entre 2 et 3%. Je te parle pas du coach de striking, du Ok. coach de jiu-jitsu, voire du coach de wrestling derrière, mais donc voilà, c'est une façon de le chiffrer. Après, euh, de quoi un combattant a besoin pour faire un bon camp? Eh ben, il faut du tatami suffisamment et de bonne qualité pour pas qu'il ait de staphylocoques et autres infections, que ce soit nettoyé de façon journalière. Il faut des protections murales en suffisance pour travailler le cage control, parce que si tu travailles le cage control dans une cage tous les jours, ton dos va pas être dans un état et ça, ceux qui le font vont comprendre. La cage, elle doit servir au sparring. Tu peux pas te dire, je vais faire mon cage control tous les Mhm. jours dans la cage, parce que sinon, l'état de ton dos et de tes doigts sur les actions, je garantis pas leur état à la fin des 8 semaines de camp. Donc voilà, une salle optimum, le tatami propre et nettoyé pour pas avoir d'infection, puisque avec la baisse des calories sur la fin du camp, tes défenses immunitaires baissent aussi, donc c'est le meilleur moyen pour avoir une infection. Des protections murales dans un état suffisant pour te permettre de travailler le cage control dans de bonnes conditions. Et moi, j'ai voulu aller plus loin dans mon gym. On a mis une cage surélevée avec plancher, de façon à avoir les mêmes sensations, le même rebond, Mhm. pour essayer de se rapprocher au maximum de la réalité pendant les sparring. Parce que le coût d'une cage à même le sol, tu en trouves à 5, 6, 7 000 euros maxi. Et si tu commences à mettre le plancher avec les ressorts, le plancher en bois, la surélévation d'1 mètre et tout ce qui va avec, c'est ce que j'ai choisi moi pour mon club, de façon à ce que les sparring se rapprochent au maximum. Tu sais, ce rebond que tu as dedans quand tu vas Mhm. combattre, moi je voulais ça. Je voulais ça de façon à ce que ce soit pas un tatami et qu'ils aient des sensations plus proches avec la bâche de combat aussi. Donc ça a également un coût. C'est entre 20 et 30 000 euros la cage comme ça. Ouais, mais ça, par contre, c'est un coût gym, pas spécialement un coût pour Pour l'athlète, l'athlète. mais Mais en on a dit général, qu'on parlait c'est d'argent de ça. façon transparente aujourd'hui, donc je te donne tous les chiffres, hein. Oui, bien sûr. Ouais, bien sûr, bien sûr. Donc, mais cela étant dit, donc
tout est un peu lié. Une salle qui a du bon matériel va demander plus cher à ses athlètes au sens large, donc aussi T'as tout aux athlètes compris. qui C'est pour performent en ça qu'il faut pas compétition. s'offusquer. Il faut pas Voilà. Donc, s'offusquer. Si demain matin tu vas rejoindre une grosse team et tu dis ah ouais, mais attends, c'est très cher le coût. Oui, mais prenez en considération ce genre de choses. Une salle bien équipée, c'est une salle qui va se rapprocher au maximum de la réalité et ça va éviter, je pense, bien des désagréments et du stress parce que moi je suis partisan le préparateur mental, il en faut un à très haut niveau, ça j'en suis convaincu. Mais je pense que tant que t'as pas les moyens de t'en payer un, plus tu es proche de la réalité dans ce que tu fais à l'entraînement, moins tu stresseras le jour J. Ça c'est mon dicton à moi. Donc c'est mhm, pour ça que j'avais pris cette disposition particulière quand on a changé de gym. Je voulais absolument une cage surélevée, de façon à ce que mes gars soient dans le mhm. plus proche des conditions du réel lors de leur sparring. Ok. Est-ce que là, tu as fait le tour du Ouais, pilier allez, entraînement, on chipote un tout où il y petit a encore à peu. ajouter? Ouais, on peut chipoter. Enfin, c'est pas chipoter. C'est pour mettre l'athlète dans les meilleures conditions. Moi, il y a des petits outils que j'utilise et qui sont là pour et minimiser les risques de blessures et performer au maximum. Euh, Sac de frappe pour éviter de traumatiser les mains au maximum. C'est bien d'avoir un sac à eau, surtout si tu travailles souvent sur les jabs et tout. Ces poids à flotte, c'est bien, ça économise, je trouve, très bien les quintaux et les poignets pour le travail de sac à la fin. Si tu veux faire un peu plus de cardio pour brûler des calories, si tu veux travailler un truc spécifique au niveau de la boxe, j'aime bien ça. Et pareil pour les takedowns, si tu dois travailler un truc en particulier, un tapis de chute. Euh, alors c'est des coûts en plus. C'est vrai que le sac avec la flotte, c'est 400 ou 500 euros. Le tapis de chute, c'est 400 ou 500 euros. Mais je pense que ce sont des choses nécessaires après si tu veux éviter les risques de blessures et les minimiser au maximum. Après, je pense qu'au niveau Mhm. de ce qu'il fallait dans le gym, on peut quand même parler des intervenants qui je pense, Ouais. sont pareil, tu vois, depuis qu'on fait Fight Mind ensemble, je reçois pas mal de questions sur les réseaux sociaux. Oui, mais moi, je fais ma boxe ici et ma lutte là-bas. Alors, c'est bien de faire ça, les gars, mais il faut qu'il y ait un suivi. La lutte Mhm. libre, et il y a plein de coachs de lutte libre qui sont hyper forts dans l'hexagone, mais c'est pas du MMA, c'est pas la même façon de rentrer. Et faute de mieux, faites ça. Mais si vous pouvez faire ça dans un gym avec quelqu'un qui est adapté à la lutte du MMA et au grappling, parce qu'en lutte, on va se mettre sur le ventre, sur des façons de tomber, et c'est bien parce qu'on est là pour minimiser les points qui vont être attribués au partenaire qui a intenté la projection. Mais en MMA, tu fais ça, ben, tu donnes le dos. Donc, il est quand même, Mhm. je pense, crucial que le gars qui s'occupe les intervenants, donc pareil, au départ, un seul intervenant, ça suffit et tu peux aller facilement jusqu'à l'UFC avec une seule personne qui s'occupe de toi si cette personne est compétente. Si cette personne connaît Mhm. les aspects du MMA, eh ben ton head coach il te prend de A à Z et s'il est compétent, il t'amène jusqu'à l'UFC. Après, si tu veux performer et te mettre le maximum des chances de ton côté, je pense qu'il est quand même intéressant d'avoir d'autres intervenants tels qu'un coach de jiu-jitsu brésilien ou de grappling. Si tant est que tu dis voilà bah, ce combat-là, il y a la win condition en face, c'est les leg locks, bah, prends un prendre un spécialiste là-dessus. Pareil, ça a un coût qui varie en gros Mhm. de pareil de 1000 à 2000 euros le mois sur des intervenants très spécifiques. Et ce mec-là, tu vas devoir le faire venir s'il fait pas partie de ton gym, le loger, le nourrir. Pour info et pour donner des comparatifs qu'avec des choses que j'ai connues, Danaher, c'était un coût quand même très important sur les camps de JSP qui dépassait les 10 000 cas par mois, hein, Ouais, tu m'étonnes. tu vois? Encore une fois, c'est comme un gym, tu vois, ton abonnement à un gym, il va varier selon la qualité qu'on peut t'offrir sur place. Et qui dit qualité dit non seulement qualité du matériel, mais qualité des personnes aussi. Tu vas jamais trouver un gym avec les meilleurs entraîneurs et ils vont te demander rien du tout, tu vois. Tu pourrais pas demander 50 € l'heure à un John Danaher. Par contre, si tu veux des cours de MMA ou de grappling à 50 € l'heure, tu peux trouver, mais C'est ça. ce sera pas des pointures non plus.
Il y aurait une certaine qualité, mais voilà, si tu veux être champion à l'UFC, à un moment, tu dois mettre un certain coût. Et je suis pas du tout surpris d'entendre ce genre de tarif pour quelqu'un d'aussi crédible que Danaher. Donc ici, effectivement, il y a encore une structure qui varie, c'est les entraîneurs. Je sais que dans certains cas, tu vas payer l'entraîneur lui-même. On en avait parlé, hein, tu peux payer quelqu'un pour te tenir les pads, tu peux payer des entraîneurs spécifiques, sol, spécifiques lutte pour certains camps d'entraînement. Certains vont te demander une rémunération à l'heure, d'autres vont te demander une rémunération au mois, et d'autres seront des entraîneurs qui font partie du gym, C'est et ça ça. fera partie du pourcentage gym qui va du coup augmenter, parce que tu parlais de 3% tout à l'heure. Si maintenant tous les entraîneurs sont inclus dans ton training camp et tu dois pas en Oh, payer en extra, bah, j'imagine que le gym va pas te demander 3%, mais il va peut-être te demander 10% pour c'est inclure ça. tous les coachs dedans. À mon avis, c'est un peu ce qui se passe dans les grosses écuries, genre Exactement. Jackson Wilkin-John. Tu vas avoir ça. Donc ici, ça peut varier. Je vais noter, on va quand même prendre le plafond haut en partant du principe que tu peux demander plusieurs entraîneurs, 2 000 € par mois, fois 8 semaines, c'est-à-dire 2 mois, on Oh, peut tu être peux, entre hein. 2 000 et 4 000 €, quoi. Tu peux, hein, parce que Voilà. bien Comme souvent, en ça, plus, on a une il bonne, va, il va, une bonne moyenne. puis bien souvent, il va pas t'en falloir qu'un seul, tu vois. Si là, on parlait d'un gars qui intervient Hmm. pour le grappling, mais ça peut être la même chose pour la lutte, ça peut être la même chose pour le striking. Donc, il y a des coups de s'entourer des meilleurs. C'est pour ça que moi, je suis toujours très fier de montrer ce qu'on a fait avec les anciens du MMA de Nice et, euh, et ce qu'on fait pour Manon, pour Axel et bien d'autres, parce que tu as, voilà, quand tu as un Jean-Robert Monnier qui vient faire l'entraînement de lutte et qui fait partie de ton équipe, et que c'est un gars qui en 2004 combattait au Jungle Fight contre Fredson Paksao, champion du monde de Jiu-Jitsu, ben, ça ramène une expérience, tu vois, sur le tapis, ça ramène du vécu. Ça, c'est un gars qui a combattu au Japon, c'est un gars qui a combattu aux États-Unis, au King of Cage. Donc voilà, c'est toujours important ton casting. Les mecs qui sont avec toi dans ton équipe professionnelle, Hmm. et ils vont amener une pluralité, un savoir différent parce qu'ils ont appris, ils sont entraînés dans. Jean-Robert, il s'est entraîné beaucoup à la Nova Union aussi, tu vois. Donc ça amène une autre vision du MMA et tu vois pour tout ce qui est adversaire brésilien ou même adversaire qui grind un peu, qui lutte. Moi, j'ai aucun. Je travaille avec Jerry mais les yeux fermés parce que je sais que son expérience, elle vaut largement celle des Américains. Et là-dessus, on a une réelle Hmm. compétence grâce à ces vétérans du MMA français. Et c'est peut-être une bonne opportunité aussi pour rappeler peut-être le rôle d'un head coach. Un head coach ne veut pas spécialement dire quelqu'un qui donne tous les cours à ses athlètes, ça veut surtout dire quelqu'un qui est capable de gérer une équipe. Et donc si tu as un head coach et que tu as 3 coachs sur des spécificités, c'est à toi aussi à pouvoir un peu les moduler, les rendre complémentaires par rapport au camp d'entraînement de C'est ça. l'athlète. Parce que j'avais eu la question sur Twitter où on demandait ce qu'était un head coach. Encore une fois, c'est une définition assez large. Pour moi, c'est la personne qui chapeaute le training camp. Alors, tu as des training camps pour un combattant qui fait son premier combat pro. Bah, le head coach, ce sera simplement le coach du combattant. Comme tu l'as dit tout à l'heure, tu peux avoir un coach et arriver jusqu'à l'UFC. Maintenant, si tu veux performer à l'UFC, normalement, ce coach-là devra déléguer certaines parties dans lesquelles il est peut-être pas assez performant que pour amener son athlète dans le top 15 UFC. Mais dans ce cas-là, s'il veut garder sa casquette de head coach, il doit être capable de lui-même savoir ce qu'il peut continuer à enseigner à son athlète et bien définir les rôles et responsabilités de chaque prestataire. Je vais appeler ça des prestataires parce que tu vas avoir les prestataires coach du sol, coach de lutte, coach de pied-point, coach mental, préparateur physique, nutritionniste, etc., etc. Le head coach, c'est juste quelqu'un qui est capable de former une équipe enfin, c'est un gestionnaire de projet tout Ouais, c'est simplement, hein. ça. Quelqu'un qui est capable de gérer un projet parce qu'en fait, un combat, c'est un projet. On peut l'appeler comme ça. Suivez Cette nos partie-là est faite. épisodes. Est-ce que tu as encore... Ouais, je disais, suivez nos Ouais. épisodes de Fightman parce que c'est ça, le head coach, il va démarrer du game plan et de la win condition quand on va signer le contrat avec le manager et tout ça se déroule après naturellement pour arriver à l'épisode d'aujourd'hui qui va être plus le chiffrage et l'expérience de ce qu'on a fait. Mm. Mais pour les gens qui vont découvrir l'émission aujourd'hui, on a déjà fait des épisodes précédents où on partait un peu du combat et de l'acceptation du combat et où on allait mettre après en place le game plan et tout ça, c'est la vie d'une équipe pro parce que c'est la suite logique.
tu as accepté ton fight, tu as déterminé tes win conditions et maintenant tu mets en pratique les acteurs qui vont travailler avec toi à la réussite de ce projet. Bien sûr. Alors, est-ce que, donc maintenant, le pilier préparation physique, c'est fait. Le pilier entraînement, c'est fait. Dans la structure de coût, il nous reste la partie que tu as mis sous outils. C'est ça. Alors, juste pour terminer ce palier 2, on avait dit la préparation physique, c'était entre 2 et 3 fois par semaine, donc ça représentait, Mhm. allez, on va dire entre 3 4 à 8 000 euros par mois, on avait ouais, dit. puis entre Pardon, 3, 4 à 8 000 euros pour le training camp. c'est ça, Ouais, et entre 3 et 5 heures par semaine, on va dire, dans ta semaine. C'est important pourquoi je reviens c'est là-dessus, ça. parce que on va y venir derrière. Donc, on a entre 3 et 5 heures de prépa physique, et on a une dizaine d'heures de tatami. Voilà, sur cet outil tatami qu'on a déterminé, qui drill, sparring, répétition technique, travail au pas d'ours, travail au sac pour terminer l'entraînement, ça va représenter une dizaine d'heures dans la semaine, donc ramener sur 5 à 6 jours, c'est 2 heures à peu près par jour. Euh, dans ce travail-là, on compte quand même le travail d'échauffement qui va beaucoup servir à la prévention des blessures aussi avec les routines sur les genoux, sur les épaules et tout ce qui va avec. Mais voilà, ça c'est pour chiffrer l'heure également, parce qu'il y a une incidence. Là, on arrive à peu près à, donc si on prend 10 heures à peu près de tatami, 5 heures, on va chiffrer le haut sur la prépa physique, on est sur une semaine entre 15 et 18 heures de travail effectif, ce qui est beaucoup, ce qui est énorme même. Donc, si vous voulez vous Mm. entraîner ce nombre d'heures-là, il faut être hyper rigoureux sur le sommeil. Et on va y venir. Quels outils, combien ça coûte. Comment on peut aujourd'hui chiffrer l'efficacité, l'efficience de son sommeil. Alors moi, il y a, euh, on n'est pas là pour faire de la pub, donc je donnerai pas la marque, mais voilà, il y a une bague qui est fournie aux athlètes UFC et qui permet donc elle est gratuite. Quand je dis elle est fournie, elle est gratuite pour les athlètes qui sont à l'UFC. Sinon, elle a un coût de l'ordre de 300 à 500 euros. C'est pas un abonnement, c'est un coût total. Cette bague, qui est moins contraignante dans le sommeil qu'une montre ou que d'autres outils, et surtout beaucoup plus précise qu'un téléphone portable qu'on mettrait via une application sous un coussin, j'y crois moyen, Mm. permet de chiffrer le sommeil en nombre d'heures, en efficience, en ayant un parallèle sur les pulsations cardiaques. Et ça, c'est un outil, moi, que je suis vraiment très à cheval là-dessus et je pense qu'il est très important parce que c'est un pilier de la récupération, de savoir, voilà, combien ton athlète a dormi, quelles étaient ses pulsations au plus bas et au plus haut pendant sa nuit. Est-ce qu'il a eu de la température pendant la nuit? Et ça permet de voir s'il est en train de couver un petit quelque chose, une infection, un machin, s'il est Mm. fatigué. Si les pulsations descendent pas, bah, ça peut être un risque de surentraînement. Peut-être qu'il a tout simplement eu un petit coup de pression en pensant au combat pendant la nuit. Donc voilà, ça c'est un outil euh, qui pour moi est hyper important, qui a un coût certes, mais je trouve que le coût est relativement raisonnable par rapport à ce on a dit précédemment, Chris. Et moi, j'encourage vraiment les gens à s'équiper de ça et surtout à prendre conscience que le sommeil, c'est important. Un athlète pro ne se couche pas à 4 heures du matin pour se lever même à 10 heures ou à midi. Si vous voulez faire ça, c'est pas du travail et c'est pas, et vous le paierez tôt ou tard. Voilà, c'est pas, Mm. après, moi, chacun fait ce qu'il veut, hein, Oui. moi, je vois que la performance, quoi. Mais ça, je voulais en parler en premier pour que ce soit bien imprimé. Avant même de parler de laboratoire, de partenariat, de tests sanguins, il faut parler de sommeil avant même de parler de la nutrition parce que c'est un Mm. pilier essentiel. Ouais, moi je fais juste le parallélisme parce que je le dis tout le temps à tous mes potes, à tout le monde, avant de parler de compléments alimentaires, de créatine, de protéines, de peu importe, pense à ton sommeil. Si t'as pas un bon sommeil, le reste c'est superficiel. C'est la base de la récupération, que ce soit pour les athlètes professionnels, mais aussi pour ceux qui travaillent, pour la concentration, pour l'humeur. Le sommeil régit tout. T'as un mauvais sommeil, tous tes curseurs vont diminuer, tous tes indicateurs de bonne humeur vont diminuer. Donc, c'est la base de tout. D'abord, se renseigner sur comment avoir un bon sommeil avant de se renseigner sur comment être performant via C'est ça. la nutrition, les compléments, le café, peu importe. D'ailleurs, le café, faut évidemment en parler parce que c'est très bon comme améliorant de performance, mais ça peut être contradictoire par rapport au sommeil selon à quel moment tu le prends dans la journée. Donc, ok, ici, on devrait vraiment faire de l'affiliation parce qu'on parle de matériel. Je suis sûr que ça,
on a des arguments qui vendent super bien. Les gens disent, ah, il me faut cette bague. On aurait dû faire de Ben, l'affiliation pour un peu si financer les cette gens chaîne. si les marques qui font ça nous écoutent, eh ben, sponsorisez la chaîne et nous vous mettrons en avant. On fera pas en tout cas de fausses pubs. Ça, tant que moi je suis avec Chris, je m'y engage personnellement. On ne mettra pas en avant un matériel défectueux ou qui serait pas utile à l'athlète. Mais effectivement, il y a des incontournables et ça fait partie de ces incontournables. Un outil permettant de mesurer l'efficience, l'efficacité et surtout le respect du nombre d'heures de sommeil qu'il faut quand on veut se destiner à 2 entraînements par jour. Donc ça, c'est le premier truc. Après, il y a quelque chose de très important dans mon organisation que je voulais parler et évoquer avec toi, mais qui n'a pas vraiment de coût réel, puisque en France, en tout cas, là-dessus, on est bien couvert par la sécurité sociale et autres. C'est l'outil de la prise de sang. Je veux dire, la prise de sang, c'est quelque chose de très important parce qu'on va mettre le doigt sur des carences alimentaires qui peuvent provoquer blessures ou baisse de forme, ou même des fois stagnation du poids. C'est-à-dire que des fois, tu as beau baisser ta quantité de calories absorbées dans la journée, ton poids va stagner parce que le corps se met en bloc, parce qu'il y a des carences qui font qu'il ne peut plus dépenser de calories. Donc ça, la bonne fréquence, c'est en camp, en tout cas, toutes les 3 semaines, un mois. Hors camp, tous les 2 mois me paraît largement suffisant. Mais la prise de sang, avec si possible un biologiste qui va interpréter ça. C'est pour ça que quand je parlais aux coachs qui nous écoutent, les premiers partenariats, il ne faut pas aller chercher l'argent. Les premiers partenariats qu'il faut négocier quand on est une équipe, c'est les partenariats de santé et de récupération. C'est le biologiste que tu vas trouver qui connaît un petit peu le sport. Alors moi j'ai la chance de bosser avec le docteur Jean-Philippe Collet, qui est licencié STAPS aussi et combattant niveau semi-pro à côté de ça. Donc bien évidemment il va mettre le doigt sur les bonnes valeurs et sur ce qui est important pour un sportif. Mais voilà, l'outil du test sanguin qui va te permettre de voir où tu en es et avant de penser à te supplémenter déjà te complémenter de façon à gérer tes carences dans l'alimentation, dans les efforts que tu fais, qui sont souvent les mêmes en plus, tu vois. On entend souvent parler de magnésium, de machin, donc de fer pour les filles. Donc voilà, commence Mm. par prendre ce dont tu manques avant de prendre quelque chose qui va essayer d'augmenter ta performance parce que euh, en, je dis pas que les compléments alimentaires c'est pas bien, bien au contraire. Mais commençons déjà par voir s'il y a des carences dans ton régime alimentaire et après on parlera de ce qu'il faut prendre en plus. Donc ça, c'est un item qui est... Oui, vas-y. J'allais juste dire, les compléments alimentaires sont bien seulement s'ils sont nécessaires. Et c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, on vend des compléments alimentaires sans expliquer dans quel cas c'est nécessaire et sans que les gens fassent l'effort de savoir si ça leur sera bénéfique ou non. Aujourd'hui, tu vois des, des compléments alimentaires qui partent dans tous les sens, des gens qui prennent un complément alimentaire qui va améliorer leur performance peut-être de 0,2%, voire 0%, alors qu'il y a d'autres choses qui pourraient drastiquement changer leur performance. Et on vit dans un monde où les gens ne sont pas assez éduqués et ne s'éduquent pas suffisamment avant de faire un choix dans ce cadre-là. Tout le monde prend de la protéine, donc je vais prendre des protéines. Et les gens regardent même pas si la liste d'ingrédients qu'il y a dedans, ils regardent pas s'il y a vraiment un bon taux de protéines, ils regardent pas s'il y a les 9 acides aminés qui sont essentiels qui sont inclus dedans. Enfin, Ouais, c'est devenu du grand n'importe puis quoi. tu as Donc j'aime raison de le bien souligner. ce que tu dis, prise de sang. Ouais, Tu as raison de le souligner parce que des fois, il y a des vas-y, protéines vas-y. qui vont. Alors, je vais parler de certains ingrédients comme l'arginine qui peuvent te faire, comment dire, qui peuvent te faire, j'ai oublié le mot, ça y est, mais ça va revenir, qui peuvent te faire saturer au niveau musculaire plus rapidement parce que dans la musculation, c'est bien de saturer, ça te permet de déchirer plus de fibres. Donc, il y a essayez de vous entourer de bonnes personnes, d'avoir des labos, c'est pas ce Mm. qui manque dans votre ville, même si vous n'avez pas spécialement de connaissances là-dessus, bah, essayez de demander à visiter les 3, 4 labos qu'on a dans son quartier, voir si des fois il n'y a pas un ancien sportif de haut niveau dans les biologistes qui vont interpréter les résultats. C'est pas bien compliqué, surtout que c'est pas ce qui manque des labos. Aujourd'hui, il en ouvre plus que des banques dans les villes et dans les centres-villes, donc mais voilà, l'analyse du sang pour prévenir des blessures, pour prévenir de la contre-performance et des régimes pour augmenter l'efficacité du régime,
c'est hyper important. Alors après, bien sûr, le choix des compléments alimentaires, parce qu'ils représentent un coût, euh, il est important, mais laissez-le à votre nutritionniste et à la personne qui va gérer votre diète. C'est-à-dire que, effectivement, on aborde un autre chapitre après avoir parlé de la nutrition en général. On va parler enfin, après avoir parlé de la supplémentation, on parle de la nutrition. Nutrition, c'est poids A, point B. Quel est mon poids pendant mon camp? Alors souvent, je le dis, essayez de vous entraîner au poids du rebond. C'est-à-dire que vous allez faire un rebond, si vous n'avez pas l'habitude, ben, vous l'aurez un jour, c'est pas grave, mais vous avez un poids de fight et vous avez un poids de pesée. Essayez de vous entraîner pendant votre camp à votre poids de rebond de fight. C'est-à-dire le poids que vous allez faire le jour du combat et pas le poids de la pesée, ni 5 kilos ou 10 kilos au-dessus du poids de fight, parce que ça sert à rien, parce que les sensations qui vont être les vôtres vont être différentes, parce que votre puissance va être différente et votre endurance peut être également, mais dans le sens négatif du terme. Donc voilà. Si je Mhm. fais 77 kilos et que mon poids de combat c'est 81, eh ben c'est pas grave. J'essaie pas d'augmenter mon poids parce que j'ai entendu qu'à l'UFC ils font 88 le jour du combat. Pour l'instant, vous savez pas faire. Donc restez à ce poids-là. C'est tout ce qu'il faut faire. Il faut essayer de se rapprocher de vos valeurs. Les valeurs d'un Sean Brady qui fait 89 le jour du combat, ce sont ses valeurs à lui, avec son corps, ses Mhm. glandes sudoripares qui font qu'il transpire beaucoup, et c'est pas les vôtres. Si moi ma valeur c'est de faire 81 après avoir fait 77, eh ben essayez de vous entraîner entre 80 et 82 kilos et ce sera déjà très bien. Et les sensations au moins que vous aurez à l'entraînement seront les bonnes. C'est ça le conseil que je peux donner à ce niveau-là. Après, pareil, vous bossez avec un nutritionniste, assurez-vous de comprendre, qu'ils comprennent, pardon, euh, le processus de la pesée, parce que pareil, des fois c'est des mondes totalement différents. Les nutritionnistes, ils sortent de là, ils ont un BTS nutrition qui est fait sur 2 ou 3 ans, ils comprennent les catégories d'aliments, mais c'est pas des gens qui ont l'habitude quand on arrive à un poids de 77 quand on fait 81 ou 82 voire bien plus, et il faut essayer de prendre quelqu'un qui a ce mécanisme là de vous préparer à une pesée et qui va pas vous dire d'arriver à 77 et demi pour faire 77 parce que là en professionnel vous aurez quand même un handicap. Il faut essayer de trouver quelqu'un de compétent en sachant que c'est un outil qu'on peut Mhm. délocaliser. Autant le coach de lutte, le coach de grappe, le préparateur physique, c'est compliqué de délocaliser. Ça peut se faire. Je sais que Clément Marcoux fait un excellent travail par correspondance, mais il faut quand même. Ah, c'est pas que j'en doute, hein, j'ai aucun doute sur l'efficacité de Clément, mais je pense quand même que vu l'état de forme et de morale d'un combattant pendant son camp, s'il y a personne pour pousser derrière, c'est plus compliqué. Donc autant sur ces outils-là, moi je déconseille la délocalisation, autant sur l'outil nutrition, travailler avec quelqu'un à distance qui va regarder ton poids avec un taux de masse grasse, pareil, ça a un coût. Soit on va en pharmacie utiliser une balance avec un indépendance mètre qui va donner des valeurs, soit on investit dans ce genre de balance, mais il faut savoir que c'est une balance qui va coûter entre 3 et 400 euros pour avoir les bonnes valeurs et qu'elle te donne ton taux de masse grasse, le taux de flotte que tu as. Et pour que ces valeurs soient exploitables, ben, la balance à 60 euros que tu vas acheter dans ton supermarché, ben, ça va pas aller malheureusement. Mhm. Je profite d'une interruption pour parce que je sais pas si c'est la même chose en France, mais en Belgique c'est comme ça. J'insiste parce qu'une de mes ex est diététicienne et elle insistait sur le fait que diététicienne, ça montre des études, alors que nutritionniste peut être autoproclamé. Alors c'est pas pour faire un mauvais jeu de mots, mais comme dans tous les milieux, il y a à boire et à manger, certainement quand on parle de nutrition. Ha ha ha. Mais du coup, j'aime bien que tu insistes sur le fait de trouver quelqu'un de compétent. Par défaut, et j'insiste, par défaut, un diététicien, c'est un peu plus safe qu'un nutritionniste parce qu'il y a des études universitaires derrière. Mais un nutritionniste qui s'est bien renseigné, qui a une bonne expérience, qui a pris de la crédibilité, ça peut être tout aussi performant. Mais faites bien gaffe parce que c'est un pilier très important à votre carrière. Quand vous choisissez votre nutritionniste ou votre diététicien, c'est pas là où il faut faire des économies. Vraiment pas. Là, c'est la santé. C'est la santé. Puis, je veux dire, n'hésitez pas à dialoguer. C'est-à-dire que le gars, je vois des gens qui s'autoproclament, comme tu l'as dit, qui te disent oui, on va vous faire un rééquilibrage alimentaire. Mais il y a des gens compétents, il y a des gens qui écrivent des bouquins. Là-dessus, pareil, tu vois, Manon, elle travaille avec Mélanie Émile Vollerin, qui est une grande, grande professionnelle. J'en ai déjà parlé
dans un autre podcast qu'on avait fait tous les deux, qui va jusqu'à mettre des capteurs sur elle-même pour voir les taux de glycémie des aliments qu'elle ingère. Et on travaille également au niveau élaboration des menus avec. Alors je vais peut-être écorcher son prénom et je m'en excuse. Le nom de famille, aucun doute, c'est Bonnefond et je crois que c'est Christophe. Et mille pardons, malgré le fait qu'il soit auteur de 8 bouquins, si j'écorche le prénom, mais j'ai déjà fait 500 000 trucs ce matin mais je crois que c'est Christophe. Et voilà, parce que si tu veux faire les choses parfaitement, ben il y a la ligne euh, diététique que tu vas prendre, les ratios, les quantités et le suivi du poids. Ça, c'est le rôle de Mélanie. Derrière ça, ben, il y a l'élaboration des menus euh, avec les aliments préférés entre guillemets et en tout cas chers à la consommation de l'athlète. Et après, ça peut même aller jusqu'à la conception. Parce que vous comprenez bien Mm. que Manon, qui s'entraîne 18 heures par semaine avec la partie récupération active qu'on va évoquer maintenant, ça fait quasiment 30 heures comme quelqu'un qui travaille, mais avec un niveau de fatigue bien supérieur. Eh bien, évidemment, elle ne cuisine pas. Donc, il y a la troisième partie. Une fois que tu as élaboré le menu, que tu l'as conceptualisé, ben, il y a la personne qui cuisine. Donc, bien évidemment, on va donner une moyenne hein, là-dessus, mais il y a des coûts importants, puisque un nutritionniste, ça a un coût, sauf si tu as un partenariat avec le club, mais ça c'est 60, 100 euros la visite. Derrière, si en plus tu prends quelqu'un qui t'élabore les menus et même quelqu'un qui les cuisine à ta place, ben on est sur des tarifs qui peuvent aller à 1000 euros le mois sans aucun problème. Tu vois. Mais pareil, Mhm. beaucoup d'athlètes à l'UFC passent par là pour le camp parce qu'il y a un tel état de fatigue et surtout la façon d'élaborer la cuisine, eh ben, elle est hyper déterminante parce que tu peux confier ça à ta chair et tendre, mais un peu trop d'huile, trop de sel, Mm. ça peut brouiller énormément la tendance et les indicateurs que tu voulais mettre là-dessus. Donc il faut confier ça. Je sais qu'à une époque, Mike Dolce proposait soit un suivi à distance, soit carrément il se Ouais. déplaçait chez toi et il faisait lui-même la tambouille. Pour ceux qui regardent les UFC Embed d'il y a 5-6 ans où Mike Dolce était très à la mode et gérait la diète d'énormément de fighters, je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'était 15 000 le camp, 5 000 par mois. Mais à ce prix-là, il faisait la tambouille, le père Dolce. Il Mm. cuisinait pour le camp et pour les sparring. Ça en dit long parce que ça donne une réponse claire, nette et précise. Hein. Ça peut aller jusqu'à 15 000 euros pour la partie diète sur un training camp. Est-ce que toi, tu avais chiffré? Donc là, je vais globaliser. Hein. Donc la bague du sommeil, ça c'est un achat one shot. À la limite, on peut même pas l'inclure dedans parce que tu parlais de 300-400 euros et à l'UFC, c'est offert C'est ça. à l'athlète. Par contre, il y a la partie nutrition qui inclut diététicien slash nutritionniste plus potentiellement quelqu'un qui cuisine pour toi, C'est plus ça. les aliments, mais ça je vais l'enlever parce que tout le monde doit manger, donc c'est pas un coût supplémentaire Alors dans attends, un on camp va mettre quand d'entraînement, même une même si parenthèse. Je, un je- athlète, je suis ouais, d'accord avec toi, tout le monde doit manger. Après, quand tu fais la cuisine hors camp, ça a un coût. Et quand tu fais la cuisine pour un camp avec des aliments plus orientés healthy et plus mhm, encore. Pourtant, moi, je te jure, il n'y a pas de malbouffe en ce qui me concerne. Mais la nutrition camp, tu peux presque multiplier par deux. On pourrait quasiment le chiffrer à 300 balles par semaine. Hein. Ça, c'est juste la bouffe. Hein. Si tu veux c'est optimiser, c'est ça. Hein. c'est c'est ce que j'allais dire en fait. J'allais y venir. J'allais dire bon, bien que la bouffe sera de meilleure qualité et donc C'est ça. plus chère. Et en plus de ça, bon, il y a la partie prise de sang, ce qui coûte quasi rien, voire rien en France, mais il y a quand même l'analyse du biologiste. Est-ce que c'est inclus dedans ou c'est un coût supplémentaire? Écoute, moi, je sais que je bosse avec ce biologiste et on a un partenariat, on a la chance d'avoir un partenariat. Après, bien évidemment que non, et bien évidemment qu'en plus il y a un coût pour certains axes de recherche supplémentaires, et même la prise de sang, elle a un coût malheureusement si tu vas chercher des datas en plus, et on peut le chiffrer à 200 euros par mois avec l'analyse. La partie sécurité Ok. sociale, c'est pour monsieur tout le monde et on va regarder certains axes. Si tu veux des données plus complètes, moi je sais, il me l'a dit dans le cadre du partenariat, il fait réanalyser une partie du sang chez un autre labo spécialisé et ça a un coût ouais, qu'on peut chiffrer à peu près à 200 euros le mois.
Ok. Donc, j'ai quand même marqué genre nourriture plus 100 euros par semaine. Ouais, Genre, tu dépenses 100 euros en plus par ouais, semaine c'est pour ça. la nourriture de qualité Je par suis rapport à ce que d'accord. tu ferais en temps normal. Analyse, 200 euros par mois. Mhm. Nutritionniste slash diététicien, tu chiffrerais ça à combien Je te dis, en principe, la personne? si t'as pas de partenariat, c'est quand même des gens qualifiés et diplômés. Et pour moi, la visite, elle vaut entre 50 et 60 euros l'entretien, hein, tout simplement. Et tu ferais quoi, un entretien par semaine? Bon, toutes les 2 semaines, allez. Ouais, Toutes les deux c'est semaines? évident qu'au moins On toutes va les mettre ça à 2 fois. 150 par Ouais, mois. ouais. 150, 150 euros par mois. Et on va mettre Cuisto dedans, hein. Ah, Cuisto, tu le chiffrerais à combien? alors là, par contre, j'ai des chiffres bien précis à te donner. C'est de l'ordre de ouais, 150 balles la semaine, hein, pour faire préparer les Tupperware 150 et par semaine. ouais, minimum. Je veux dire, si tu as un menu précis et que tu achètes la bouffe, juste pour la conception, c'est pour conception stérile et tout pour éviter les risques, on est minimum à 150 balles la semaine. D'accord. Après, pareil, Ok, il y a des je vais essayer de partenariats. tout chiffrer. Ouais. Il y a des, c'est là que je disais, Vas-y, vas-y, hein. et que pendant que tu chiffres, je m'adresse aux fighters qui nous écouteraient. Euh, Souvent, tu vois, j'entends, et même des fighters de mon équipe que je manage, Résilience, ils ont réussi à avoir des sponsors parce qu'ils ont un community manager. Et la première chose qu'ils font avec cet argent, c'est partir 3 semaines au Tiger Muay Thai. Alors, c'est bien, hein, ça vous fait voir du pays, voir de sparring, c'est super, mais ceux qui ont la chance d'avoir des sponsors financiers, pensez à cet aspect-là d'abord, avant de penser à partir en Thaïlande et machin, s'entraîner, parce que euh, si tu as le budget pour faire les deux, c'est fabuleux. Mais si t'as pas le budget pour faire les deux, il vaut mieux avoir une préparation sereine, pérenne et carrée en France, plutôt que de partir 3 semaines et après galérer tout le long de l'année euh, dans ton pays avec en étant obligé de passer par la case junk food parce qu'il n'y a pas beaucoup de moyens, parce on l'a tous fait hein, quand on a démarré. Il faut essayer de mettre en place des routines sur du long terme. Et c'est ça qui vont faire que la performance, elle va être régulière. Et ces routines-là, elles sont vraiment possibles que si on a l'alimentation et le sommeil qui va bien. Si tu veux, avant Mm. on peut même parler de compléments alimentaires parce que je disais que la première des choses c'était de combler les manques et les carences, mais évidemment qu'un gars qui s'entraîne, il va avoir besoin de compléments alimentaires qui vont différer en fonction de son métabolisme. Ça peut être protéines, si dans l'alimentation, bah, le fait que tu sois que tu n'arrives pas à manger beaucoup de viande et que tu synthétises mal la protéine végétale, par exemple, fait que tu dois te supplémenter un peu. Ça se voit dans les analyses de sang. Ça peut être du BCA, ça peut être de la créatine, ça peut être plein de choses. À partir du moment où c'est préconisé par un professionnel de santé qui va te dire bah ok on fait ça, on fait ça, on fait ça. Il faut pas s'auto-diagnostiquer, mais pareil, que ce soit des compléments alimentaires à base de vitamines ou des compléments alimentaires à base d'acides aminés, bah, ça a un coût qu'on va pouvoir également chiffrer à 200-300 euros par mois sans aucun problème. Ça coûte très cher, très très cher. Ah bah, ça tombe super bien en fait, parce que du coup, Ça fait un contrôle. ça me, ça fait un compte rond, ouais. Donc, si tu veux, je fais un résumé, comme ça te Ouais, permet aussi de voir si on est dans le ouais. bon et s'il manque quelque chose. Donc, on avait la partie préparation physique que tu avais chiffré entre 500 et 1000 euros par semaine. Ici, j'ai pris 8000 en disant qu'on allait taper le plafond, comme on disait. On fait le plafond, comme ça les gens se rendent compte de ce que ça représente pour un athlète très avancé dans sa carrière, et puis ils réadaptent à eux selon la structure de coût. Donc, préparation physique pour un camp d'entraînement de, de 8 semaines, on va se situer à 8000 euros. Tout ce qui est entraîneur, on va se situer à 4000 euros. Tout ce qui est outils, donc on a dit hein, sommeil, nutrition, prise de sang, biologie, analyse, enfin cuistot, diététicien, plus complément alimentaire, on est aux alentours de 3000 euros, ce qui nous rapatrie sur 15 000 euros. À cela, il faut ajouter le potentiel enfin le voyage hein, en lui-même, parce que si tu prends plus qu'un coach et qu'il n'y a qu'un coach qui est considéré par ton contrat, bah, tu payes des nuits en plus. Si tu vas plutôt sur place, tu dois aussi payer ta nuit, celle de ton coach qui était inclus dans le tarif. Tu dois essayer de trouver un gym sur place qui veut bien t'accueillir, privatiser, etc., etc., ce qui peut représenter un coût. Et au-delà de ça, il y a encore les pourcentages. Donc, j'irais que
dis-moi si c'est bon, hein. On peut varier entre 15 et 20 000 euros pour un bon camp d'entraînement quand on est dans le top UFC. Ce à quoi il faut ajouter potentiellement les 10% de la prime pour le management. Et ce à quoi on peut ajouter, on va dire, entre 3 et 10% à la gym sur base du deal que tu as C'est avec ta exactement ça. gym, ce qui est inclus si tu payes, voilà. Et donc, D'ailleurs, on peut là, faire je un pense qu'on calcul, hein. on a Pour un répondu à peu près. Tu sais, je crois que tu l'avais partagé sur Twitter. Il y avait Temba Gorimbo, l'athlète ex-teammate d'Amarté Peña, le champion d'Arès, qui a posté qu'il lui restait 7 dollars sur son compte après son deuxième combat UFC. Tu te rappelles de ce trade ou pas, Chris? Oui, je me souviens Bah très bien. voilà. Et tu vois, Yes. ça avait étonné beaucoup de, de, de gars sur Twitter qui disaient mais pourquoi, comment ça se fait, et l'UFC paye pas bien. Non, c'est pas le contrat, il est pour tout le monde le même et c'est juste que voilà, il y a des règles dans sa préparation physique puisqu'il évolue aux côtés de Colby Covington au MMA Legend et qu'effectivement un camp ça a des coûts et on les a chiffrés et je pense qu'on a répondu en tout cas ceux qui écouteront ce podcast comprendront mieux pourquoi il était à 7 dollars après son deuxième combat UFC. Je vais prendre un exemple. Un athlète, on peut considérer que 50 000 euros est une bonne prime. Certains combattants à l'entrée du top 15 UFC sont à cette C'est prime-là. exactement ça. Malheureusement, tu perds. Donc, tu reçois 50 000 euros, tu prends pas le bonus, etc. Mauvaise situation, certes. Tu enlèves les 15 000 euros du training camp. Encore une fois, on se situe sur la partie basse, hein, là, parce que on part du principe que que tu combats chez toi. Presque. Voilà, tu t'es parisien, tu combats à l'UFC Paris, donc tu dois pas payer une gym sur place et tu dois pas aller 3 semaines à l'avance sur place. Donc tu es sur un training camp de 15 000 euros et on enlève 13% pour ton management et ton gym. Il ne te reste que 27 000 euros. Et on n'a pas Et parlé des encore, on n'a pas taxes. On n'a parlé pas des parlé des taxes. taxes, Chris. Alors la Voilà, France, on n'a pas encore parlé des taxes. tu vas te situer entre 17 et 21% en France, et aux États-Unis, en fonction de l'État dans lequel tu évolues, tu vas être entre 15 et 30%. En sachant que à ces sommes-là, quand même, aux États-Unis, il y a un tax refund qui peut être pris en considération si tu prends un expert comptable sur place. On fera un épisode. Dites-nous en On va commentaire enlever. si vous voulez parler un petit peu de management et de fiscalité un jour sur un coach talk et on fera un épisode avec plaisir. On le redira à la fin. Si en commentaire vous Eh avez ben envie de écoute, parler de fiscalité dans la globalité, quoi, de management, de savoir comment ça se passe, comment on mm, fait un tax refund aux États-Unis, comment on combat avec le visa de travail et tout ce qui va avec, bon, on fera un épisode où j'en parlerai avec une grande transparence. Ça, je peux vous l'assurer. et voilà, là ce serait intéressant comme sujet. Et donc là, j'ai enlevé les taxes, j'ai mis une moyenne de 20%, comme ça, grosso modo. On se situe à 21 600 euros. Donc si tu as un contrat à 50 plus 50 et que tu perds ton combat, que tu prends pas de bonus, Ouais, tu es à ouais. 21 600 euros. Tu prends peut-être un peu d'argent sur Venom, Ouais, peut-être quelques sponsors. si t'es à 50 000 euros, c'est que t'en es à plus de 5 combats au UFC, tu dois être aux alentours des 5 500 de prime Venom. Ouais. Et donc, si tu pars du principe que tu combats une fois tous les 6 mois, c'est comme si tu avais un salaire de 3 600 euros par mois, ce qui est pas mal en soi. Mais quand tu es top 15 mondial de ta catégorie de poids et que tu dois partir du principe que tu gagnes 3 600 euros net par mois, en sachant que ta carrière, Et c'est courte. 10 à 15 ans, et une carrière dans le top Et 15, ouais. on va réduire ça à 7-8 ans. Voilà, je pense qu'on Voilà a pourquoi répondu à moi une question. Ouais. voilà pourquoi je me montre moi intraitable sur les réseaux sociaux. Alors, j'échange bien volontiers avec vous sur les réseaux sociaux et franchement, c'est avec les questions qui sont intéressantes, même les critiques positives, j'y échange beaucoup. Mais quand je lis, lui, c'est un clodo ou moi, je rate pas les combats de neuf, ah ben oui, je vous incendie sur les réseaux sociaux, messieurs, parce que c'est inadmissible en fait de. Alors peut-être que je suis vieille école et tout ça, mais j'assume totalement. Détestez-moi pour ça, mais moi, les gens qui disent je regarde pas les combats de meufs, je vais dormir ou tel individu masculin est nul ou machin, tant que j'ai un souffle de vie et d'activité, je vous incendierai sur les réseaux sociaux et je m'offusquerai de ça parce que quand je vois l'investissement des athlètes
Et encore, Chris nous dit 50 000, mais rares sont ceux qui sont je pense qu'en France, ils sont trois à dépasser les 50 000. Trois, quatre, allez, quatre Mmh. à dépasser les 50 000. Donc, je ne donnerai pas de nom, on fait pas dans le drama ici, mais voilà, je pense qu'ils sont moins que les doigts d'une main en France à dépasser cette somme-là, et vous voyez ce qu'il en reste. Donc voilà, les critiques constructives, on est là pour échanger entre passionnés de MMA, parce que analyse, coach, ça c'est nos métiers, mais on est tous passionnés et réunis autour de ça. Mais moi, les critiques comme ça, je peux pas les laisser passer. Il y a trop d'investissement et voilà, ces mecs-là font ça par passion, donc on peut pas, on n'a pas le droit de dire certains mots qui sont évoqués sur les réseaux sociaux. Donc souvent on me pose la question, on me dit ouais, mais pourquoi t'es dur comme ça? Je suis dur comme ça pour les raisons qu'on évoque. Ça a beaucoup de coûts, que ce soit financiers, moraux, personnels et tout. Donc la critique oui, mais pas n'importe laquelle, pas n'importe laquelle. Mmh. Ouais, c'est bien que tu précises là-dessus, parce que tu en as un peu parlé pendant le podcast, hein. En termes d'heures de travail, ça représente un temps plein, voire plus si tu intègres le marketing dedans. Euh, Ouais, voilà, je te jure, Chris, il il y faut a, aussi il y a comprendre des la vie risques, il y a les blessures, le risque, le et même stress, ouais, la beaucoup pression. d'éléments qui se rajoutent. Et la T'es pas pression, ouais. bien. Je veux dire, quand tu vas te battre, il y a des moments où tout va bien, il y a des moments où tu as des montées de pression, du coup tu dors mal, t'es pas bien, t'es angoissé. Je veux dire, t'es là, quand t'es fighter, tu dis souvent, ouais, non, mais t'inquiète, j'ai pas la pression. Mais si tout le monde l'a la pression, tu vas te produire en Mhm. public, on va critiquer ta performance, tu vas te battre avec un mec en face qui veut pas échanger avec toi. C'est pas un débat politique ou c'est pas un travail sur qui aura le meilleur projet au boulot. C'est le mec en face, il veut t'enterrer. Et les images, elles vont Mhm. rester avec Internet toute la vie. Donc, oui, l'athlète, que ce soit garçon ou fille, quel que soit le niveau où il va se produire, il est soumis à une grosse pression. Et oui, je serai toujours aussi difficile dans ma critique de ces réseaux sociaux parce que je pense qu'ils méritent tout sauf ça. Et il y a pas, effectivement, on a le droit de se montrer critique et on ne doit pas que supporter aveuglément, mais ça a des limites, cette critique, et ces gars, et qu'on les aime ou Mhm. qu'on les aime pas, ces acteurs du MMA, ils méritent du respect. Voilà, c'est un mot, compte tenu de l'investissement, C'est de la ça la pression des base. blessures. Voilà, ils méritent votre respect à tous, parce qu'ils vont se battre, parce qu'ils vont vous divertir en risquant leur santé, hein, parce qu'au final, il faut appeler un chat un chat. On s'est battu pendant, tu sais, on n'ose pas dire ces mots parce qu'on s'est tellement battu pour que ce sport soit légalisé que on a peur aujourd'hui d'utiliser ces termes. Mais attends, le pilote de Formule 1 et le mec qui saute en avion et le mec qui fait du motocross et qui prend des bosses à plus de 10 mètres de haut ou même du ski, ils risquent leur vie ou pas? Donc nos athlètes de MMA, ils risquent leur santé euh, et c'est pour vous divertir et pour qu'on puisse regarder des chouettes combats et qu'on Mhm. soit hypé par les combats qu'on essaye de mettre en avant avec Chris et Brian et tous les autres acteurs de Fight Mind. Donc voilà, je pense que on a le droit de pas les aimer, on a le droit de les critiquer, mais on n'a pas le droit de ne pas les respecter. Ah ben, tu sais quoi, on va s'arrêter là parce que c'est une conclusion parfaite au podcast. Merci pour ton temps, Aldric. Merci surtout pour ta transparence. J'espère que ça permettra à de nombreuses personnes de respecter davantage les athlètes, comme tu l'as dit. C'est un investissement et encore une fois, là, on a pris un, un exemple très élevé, mais il faut bien se rendre compte que quelqu'un qui va prendre un 12+12, il va pas pouvoir se permettre un camp pareil, mais la réalité reste la même. Son camp d'entraînement à 12+12 représente un coût et lui, il va pas toucher s'il perd son combat, c'est pas 12 qui va toucher. Il y a les taxes qu'on enlève, le management, la gym et son coût d'entraînement. Pour certains, même leur premier combat à l'UFC, ça représente une perte d'argent. C'est un investissement dans leur futur. Et grand respect à ceux qui le font. On dit tout le temps, investissez en vous, investissez en votre futur. Mais pour les combattants de MMA, c'est un gros risque parce que tu risques d'y perdre ta santé et ton argent si tu perces pas. Merci à toi, Aldric. Merci à tous. Dites-nous en commentaire ce que vous voulez pour la suite. On s'adaptera avec Chris. On peut parler de management, on peut parler des outils nécessaires au cutting aussi, Sona portable. Il y a pas mal de trucs qu'on peut aborder. Donc, on attend ça en commentaire. On décidera avec Chris du prochain épisode. Cliquez, partagez, suivez-nous sur les réseaux sociaux et merci, à très vite.